Eh bien, mes amis sur YouTube, bonjour. Nous allons reprendre, si vous le voulez bien, la lecture de l'histoire d'Ishihiri, cet enfant Caraïbe. Je vous ai déjà montré cette couverture. Là, la couverture, l'histoire est un peu avancée. Mais nous allons y arriver. Donc, nous sommes en plein deuil dans la famille. Et les enfants sont partis se reposer et nous sommes le lendemain matin de ce drame. Je reprends donc la lecture du roman. Personne au village n'était parti travailler. Tous avaient tenu à accompagner mon père à sa dernière demeure. L'église était trop petite, mais nous nous y entassâmes. Les mêmes qui la veille avaient ramené notre père étaient venus le chercher. Il l'avait enveloppé dans un grand drap de lin, puis posé sur une planche que tous les quatre avaient portée jusqu'à l'église. Le curé avait dit sa messe, suivi d'un petit discours dans lequel il expliquait que papa serait sûrement reçu par le bon Dieu, mais que comme hier il n'avait pu le confesser ni lui donner l'absolution, il ne pouvait nous le garantir. Donc, papa allait subir des épreuves. Mais connaissant bien notre famille, il tenait à nous rassurer, et grâce à ses prières et aux nôtres, tout devait bien se passer pour papa. Je regardais notre mère, elle avait toujours ce visage de marbre, mais là, depuis ce moment, je voyais qu'elle serrait ses poings et tortillait nerveusement son mouchoir. Elle n'avait pas versé une seule larme, tout fut vite terminé. Derrière l'église, dans notre petit cimetière, les hommes avaient creusé une tombe dans laquelle ils firent descendre notre père. Le curé aspergea la tombe d'eau bénite, puis elle fut rapidement comblée de cette terre que papa avait tant aimée. Tous les amis et voisins prestement dispersés, nous nous retrouvâmes pour la première fois, tous les cinq, seuls et désespérés. Maman avait fait découper notre chèvre et l'avait fait distribuer à tout le village. Tous ces gens avaient été généreux et dévoués. C'était la moindre des choses que nous partagions cette viande. C'était une denrée tellement rare. Bon, mes enfants, pour l'instant, nous allons déjeuner chez votre tante Incarnation, puis, aussitôt après, nous rentrons chez nous. Vous comprenez que nous avons beaucoup de décisions à prendre. Le dîner fut triste. Personne n'avait vraiment faim et nous étions tous repliés sur nos souvenirs et notre peine. Seuls Isabelle et Antonio jouaient dans un coin avec un petit chat. Notre silence fut coupé par le grand rire d'Isabelle qui frappait joyeusement dans ses mains. « Merci, petite sœur, tu donnais le signal de la vie. Je vis une petite lueur dans l'œil de maman. » Mes enfants, nous venons d'être frappés par un grand malheur. Jusqu'à présent, nous étions pauvres mais heureux quand même, car nous étions une famille. Mais votre père vient de nous quitter, et pour nous tous, cela signifie encore plus de jours sans pain. Je sens que tout s'assombrit. Nous avons à faire des sacrifices, et je sais que je peux compter sur vous. Je ne peux pas, mes enfants, toute seule, vous nourrir. Croyez bien que je souffrirai, mais il y va de la survie de la famille. Nous devons nous séparer, mais j'ai espoir qu'un jour, Dieu voudra bien nous réunir à nouveau. Toi, Miguel, ton père avait bien fait de te placer chez les Bernardos. Ils ont des terres riches et du travail. Il y a chez eux beaucoup d'ouvriers. Tu peux un jour avoir une bonne place. Quand tu toucheras un peu d'argent, pense à nous. Je suis étonné que votre oncle Hélène ne soit pas venu à l'enterrement de son frère. Hier, le seigneur Bernardos a envoyé quelqu'un chez l'armateur. Le bateau de l'oncle n'arrive que dans 3 jours. C'est parfait. Toi, Hernan, tu as dit un jour que tu voulais être marin. Comme ton oncle, Hélène a un jour proposé à ton père de te faire embarquer comme mousse sur son bateau. Je vais accepter, car sur un bateau, on mange à sa faim. Tous les jours,
et on dort au chaud. Je sais, mes enfants, que cela est dur pour nous tous, mais nous pouvons mourir en restant tous ensemble ou bien partager les risques et laisser une petite chance à chacun de nous. Les deux petits dormaient déjà. Miguel et moi, nous pleurions en silence. Ne pleurez pas, mes fils, vous m'ôteriez tout courage. Le lendemain matin, Miguel partit de bonne heure. Il nous embrassa tous longuement, enfourcha sa mule et qui partit au petit trot. Maman resta là, immobile, à regarder son fils s'éloigner. Les journées suivantes passèrent très vite. Nous avions à débarrasser notre terre de tout ce qui avait transporté la tempête et aussi à démonter le barrage. Tous les hommes du village étaient venus car cela nous concernait tous. Tout ce bois récupéré, c'était une vraie richesse et nous nous l'étions partagé. Nous venions de rentrer quand j'entendis un pas lourd qui martelait la place. Je reconnus aussitôt ce bruit de sabots de bois. Cela ne pouvait être que mon oncle Hélène. Je sortis en courant et le vis. C'était bien lui. Il avançait avec cette démarche particulière de marin. Il penchait à chaque pas, de droite à gauche, légèrement, comme si même à terre, il avait besoin de récupérer son équilibre. Il était de la taille de papa, mais en plus fort encore, des épaules larges et massives, de grandes et fortes mains, toutes noueuses, mais ce qui frappait le plus, c'était son visage marqué par les embruns qui contrastaient avec ses cheveux blonds. Je courus vers mon oncle et me jetai dans ses bras. Il répétait « mon petit » en me serrant et en m'embrassant. Sur le pas de la porte, maman et les enfants nous attendaient. Oncle Hélène les rejoignit et les prit dans ses bras. La première chose, après les embrassades que mon oncle demanda, c'est que je le conduise sur la tombe de son frère. Devant cette terre fraîchement remuée, je le laissai seul. Je lui vis faire son signe de croix et murmurai longuement. Je n'ai pas su s'il faisait une prière ou s'il parlait à son frère. Mon imagination m'a fait pencher pour la deuxième idée. J'étais très angoissé, car je me demandais si mon oncle allait encore proposer à maman de me prendre comme mousse sur son bateau. Deux forces se battaient farouchement en moi. La peur et le chagrin de laisser ma mère et d'affronter l'inconnu, et d'autre part, l'immense curiosité de vivre une vie nouvelle que j'entrevoyais pleine d'aventures et de dangers. Je voulais qu'il parle, qu'il m'emporte, mais en même temps mon cœur battait à se rompre et la panique s'emparait de moi. Maman nous appela pour le dîner. Elle avait accommodé le reste de la chèvre avec des pois chiches et préparé des galettes. Après le repas, mon oncle voulut connaître en détail le récit des événements qui avaient coûté la vie à son frère. Cela me donnait un sursis. Le lendemain matin, mon oncle souhaita faire le tour de nos champs et faire avec moi le chemin qu'avait fait son frère tout au long de cette sinistre journée. Mon pauvre enfant, mais cela est terrible. Ce n'est plus une terre nourricière, c'est une terre qui va produire que famine et désespoir. Dieu merci que mon frère ne voit pas ça. Quel horrible malheur pour ta mère. Puis près de nous, le ruisseau transportait un filet d'eau claire et scintillante sous les rayons du chaud soleil. Viens, rentrons. Il faut maintenant que je parle sérieusement avec ta mère. Nous devons envisager et préparer votre avenir. Tu veux toujours être marin? Mon cœur bondit dans ma poitrine et ma gorge se serra. Eh bien, tu ne dis rien? Il va falloir choisir aujourd'hui même, car mon bateau repart dans 4 ou 5 jours et pour de longs mois. Je serais très inquiet de te laisser ici. Maintenant, tu dois comprendre que ta mère ne pourra pas seule survenir aux besoins de 4 personnes. Ici, pour toi, c'est sans espoir et sans avenir. Marin, c'est un métier d'homme. C'est mieux payé que le travail ingrat de la terre, et ainsi tu seras en mesure d'aider ta mère à élever les 2 petits. Il nous reste seulement à convaincre ta mère. Maman est d'accord avec mon oncle. Elle nous a déjà parlé.
Elle est bien consciente que l'avenir est très sombre pour elle. Aussi, elle aime à penser qu'ailleurs, il y a peut-être pour nous une vie meilleure. Tu me soulages. Nous autres gens de mer, nous n'aimons pas trop les longs discours. Nous sommes des solitaires. Quand nous causons, c'est avec la mer. Tu verras, tu apprendras toi aussi. Oncle Elenio, l'idée de quitter maman m'était très difficile et ce sera un déchirement pour elle et pour moi. Mais je te promets d'être courageux. J'ai fait aussi cette promesse à mon père, de tout faire dans ma vie pour qu'il soit fier de moi. Tu es un bon petit, je ferai de toi un bon marin. Tu te souviens, Josépha, que j'avais imposé à Ramon de faire embarquer votre fils avec moi et de lui apprendre le métier de marin. Vous aviez hésité, car vous pensiez que la séparation serait trop pénible. Maintenant, bien des choses ont changé. Te voilà veuve, avec 4 enfants, et je ne peux pas te laisser comme cela. Il serait impossible que tu t'en sortes. Ramon et moi avaient suffisamment peiné sur cette terre de misère. J'ai parlé avec Hernan. Il est d'accord, car il a très bien compris la situation. D'autre part, il m'a dit que toi aussi, tu souhaitais qu'il apprenne ce métier et qu'il tente sa chance. Donc, voici ce que j'ai décidé. J'ai parlé avant-hier avec mon armateur, un bien brave homme qui m'accorde toute sa confiance. De mon côté, je lui suis tout dévoué. J'ai sur chacun de ces voyages de grandes responsabilités que j'assume avec le commandant. Je suis le Bosco, responsable de l'équipage et de ses manœuvres. J'ai aussi la responsabilité avec le commandant de la bonne marche du négoce. Pour tout cela, je suis bien payé. J'ai corps à corps avec mon armateur qu'il gère mes avoirs, car vois-tu, toujours en mer et célibataire, je n'ai pas à faire face à beaucoup de dépenses. J'ai donc passé chez le notaire du roi un contrat qui m'assure la gestion et la garantie de mes biens. Disons, si tu veux, que je suis un peu propriétaire de mon bateau. Donc, avant de repartir, nous nous sommes mis d'accord pour ajouter à ce contrat une clause disant que s'il devait un jour m'arriver quelque malheur, c'est toi qui recevrais cet argent et les intérêts. Il en sera de même pour le salaire d'Hernan qui te sera versé tous les 3 mois. À son salaire sera ajoutée une somme prise sur mes biens pour que tu puisses élever les enfants. Es-tu d'accord? Oui, dit maman dans un souffle. Bon, tu me signeras ce papier qui donne ton accord pour l'embarquement d'Hernan. Mais je ne sais pas écrire. Nous irons à l'église, tu feras une croix au bas de cette page et le curé certifiera et mettra sa signature. Tout sera en règle. Hernan partira comme il est là, garde ses affaires, tu en auras besoin pour Antonio. Ce soir, nous dînerons tôt, car la route est longue jusqu'à Valence. Mon fils ne pourra jamais faire toute cette route. Bien sûr que si. Il est fort et courageux. Mais s'il le faut, nous nous arrêterons l'après-midi à Silla, où j'ai de bons amis. Nous y aurons souper et bon lit. J'avais le cœur brisé et l'angoisse me serrait la poitrine comme un étau. Je pensais avoir du temps devant moi pour préparer ce départ et préparer surtout ma mère. Je l'observais, elle était blanche et les lèvres serrées. Je comprenais qu'elle retenait comme moi ses sanglots. Je n'osais pas m'approcher d'elle pour me jeter dans ses bras, car je sentais que nous aurions perdu toutes nos forces et reculé à tout jamais cette séparation que nous devenions douloureuse, comme je l'aimais. Oncle Elenio avait fait sûrement un violent effort sur lui-même pour tant causer, car de toute la soirée, il s'enferma dans un profond silence. Après dîner, il sortit s'asseoir sur la place, près de la fontaine. C'est en essayant d'imaginer la mer, les bateaux, les marins, que je finis par m'endormir d'un sommeil peuplé de mondes inconnus. Des bruits familiers me tirèrent de mes rêves. Antonio et Isabelle, usant de leur droit à l'insouciance, jouaient bruyamment. Maman et mon oncle finissaient de déjeuner. Hernan, viens manger, et aussitôt nous prendrons la route. Il y a du chemin devant nous. Comme hier au soir, mon cœur bondit dans ma poitrine et à me faire mal. Et tant
Était-il temps encore de refuser? Était-il temps encore de refuser? Et si je le faisais, quelle idée aurait de moi mon oncle? Puis je pensais à mon père qui du ciel me regardait. J'entendis ma promesse et un sentiment de honte m'envahit. Je suis prêt, tout de suite, mon oncle. Ma mère n'avait pas dit un mot. Discrètement, je l'observais. Elle était toujours aussi pâle et comme à l'église, elle tordait fortement un torchon. Mon oncle s'était levé. Il posa sans un mot quelques belles pièces sur la table et me dit « Allez, en route, moussaillon !» Il me prit fermement par la main. Maman attrapa Antoine et Isabelle et nous voilà traversant le village. Ma tante Incarnation et les amis de maman vinrent m'embrasser. Je fus 100 fois béni de toutes mes entreprises confiées à Dieu et à tous ses saints. Mon oncle, heureusement, m'arracha à leur effusion. Arrivé à la sortie du village, là où notre sentier s'égare dans les champs, mon oncle s'arrêta tout à coup. « Josépha, nous allons te quitter ici. Nous avons tous beaucoup de chagrin. Il ne faut pas le rendre insupportable. Maintenant, ou un peu plus tard, nous devrons nous séparer. Tu vas embrasser ton fils et rester là. Nous te ferons un dernier signe avant de te perdre de vue. Dans 6 mois, notre bateau revient à Valence. Tu seras notre première visite. Tu verras comme ton fils aura changé. Il sera plus grand, plus fort, et il aura tellement de choses à te raconter. » Je me précipitai vers maman, qui m'accueillit dans ses bras, me serrant fort sur sa poitrine. Je pleurais doucement. Maman me caressait les cheveux et m'embrassait longuement sur le front. Nos larmes ne tardèrent pas à se mêler. Mon oncle me prit la main doucement et me sépara de ma mère. Puis, il partit en me tirant derrière lui. Maman resta figée, Isabelle et Antonio serrés contre elle. Je voyais qu'elle mordait ses lèvres, mais elle ne dit pas un mot. Seul son regard intense me dévora jusqu'à ce que je disparaisse de sa vue. Dès cet instant, je me sentis vraiment orphelin. Une inexplicable angoisse s'empara de moi, un sentiment que je n'avais pas encore ressenti depuis la mort de papa m'envahit. L'accumulation de tous ces chagrins me submergeait et je réalisais que mon destin venait vraiment de basculer. Une vie nouvelle, mais quelle vie! Ces lendemains inconnus me terrifiaient. Je n'avais aucun repère. Ma famille, comme mon environnement, venait de disparaître. J'étais perdu. Reverrai-je un jour ma chère mère? Voilà, mes chers amis, je vais arrêter la lecture là. Nous la reprendrons dans un jour ou 2, ou 3, ou 4. Mais je vous promets de venir vous lire la suite. Allez, je vous dis plein de choses et très cordialement, à bientôt.